François Gauthier, je suis le rédacteur en chef de l'Embarqué et je suis ravi de vous accueillir sur le webinaire que nous organisons aujourd'hui sur le domaine du model-based testing, donc qui est une manière de structurer quelque part les tests fonctionnels de manière graphique. Enfin, vous allez découvrir ça tout au long du webinaire, qui va être animé aujourd'hui par Pierre-Henri Stanek, qui appartient à la société Smart Testing et qui développe un outil justement pour ce model-based testing, pardon. Et Monsieur Bezas, Bruno Bezas, qui est de Thales et qui est un utilisateur et qui depuis 2-3 ans développe cette méthodologie au sein de Thales et qui va un petit peu vous expliquer des retours d'expérience, qui est toujours intéressant quand c'est des méthodes novatrices. Et je vais passer la parole maintenant à Pierre-Henri Stanek qui va manager un petit peu cette présentation. Pierre-Henri, c'est à vous. Merci François. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter l'application du model-based testing pour les tests fonctionnels des systèmes critiques en lien avec un retour d'expérience fait sur plusieurs années, plus de 3 ans par Thales Lander System, qui est représenté aujourd'hui par Bruno. Je n'aurai pas de slide. On a fait le choix de présenter 4 chapitres. Qu'est-ce que le MBT, comment gérer la complexité des tests et les problématiques de maintenance, comment les automatiser ces tests, et ensuite, c'est des sujets très présents dans l'actualité, comment augmenter les activités des testeurs avec l'IA. Donc on aura 4 vidéos qui seront à chaque fois commentées avec l'œil critique de Bruno. Voilà, je vais commencer à diffuser la première vidéo. Et allons-y. Donc, nous allons démarrer le webinaire avec la pierre angulaire du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la conception des tests à base de modèles, donc ce qu'on appelle dans le jargon d'engineering le model-based testing. Pour faire un parallèle avec les outils de développement, notre outil qui s'appelle YEST est un véritable IDE pour les testeurs. On va le voir, il offre un support visuel à la conception des tests fonctionnels, ce qui permet de produire des scénarios, notamment via des mécaniques de combinatoire, et offre des capacités de publication et d'automatisation des scripts de tests générés. Donc c'est une plateforme collaborative, ça permet aux testeurs, aux ingénieurs à Viviku d'avoir une page sur laquelle travailler avec les ingénieurs système, les développeurs, les automaticiens, et de façon un peu plus large avec, je dirais, les sachants du métier. Et afin de comprendre les cas d'usage, on va parler dans un premier temps du système sous-test qu'on a utilisé pour nos démonstrations aujourd'hui. C'est un drone qui s'appelle Vortex, qui est un drone simulé qui est utilisé par Thales pour leurs activités internes de validation. Ce drone a bien sûr plusieurs caractéristiques techniques, mais on va en prendre 2 pour le périmètre du webinaire. Une capacité de check-up, d'autotest, qui garantit la bonne santé des composants essentiels du drone avant le décollage, les moteurs, la communication, radiofréquence, etc. Et le deuxième point d'attention pour ce drone, c'est d'avoir évidemment une batterie qui est suffisamment chargée pour pouvoir décoller ou se reposer, on va dire, en cas d'urgence, si jamais la batterie est trop basse. Comme tout système industriel, ce petit projet Vortex va reposer sur une série d'exigences qui sont dans notre démonstration gérées par l'outil ALM de Siemens Polarion. Donc vous voyez actuellement un ensemble d'exigences fonctionnelles de haut niveau. C'est elles qui vont nous servir pour la conception du modèle de test dans YEST. Donc YEST est un outil qui utilise une ontologie simple de modélisation. Le principe général pour le testeur est de créer une série de tâches de vérification. Pour notre cas d'usage, on commence la conception avec une tâche de vérification primordiale qui est la mise sous tension du drone. Et les tâches de test sont connectées les unes aux autres, notamment via des points de choix, c'est ce que vous avez actuellement à l'écran, le triangle jaune, qui sont des branchements liés aux conditions des règles métiers. Alors, dans notre démonstration, le premier point de choix vérifie le succès ou pas de la procédure de check-up. Si l'autotest est en échec, on va passer en mode de sûreté pour le drone. Et si l'autotest est passant, nous allons pouvoir passer à la vérification de la tâche de décollage. Les modèles de test vont permettre de générer des scénarios. Alors, à ce titre-là, il faut qu'on ait des points de sortie, il faut avoir des critères de fin de séquence de test. C'est la pastille rouge que l'on vient de rajouter.
Et on poursuit la conception du modèle avec la deuxième exigence fonctionnelle à couvrir, qui est liée à l'état de la batterie. Donc si le drone a plus de 30% de batterie, on peut opérer correctement le vol en mode manuel. Et si la batterie est trop faible, le drone devra se reposer au sol et donc il faudra vérifier qu'on a bien un atterrissage comme attendu. Cette première étape de modélisation que l'on est en train de parcourir ensemble correspond à une conception de haut niveau du scénario de test. On va pouvoir bien sûr enrichir le modèle avec des cas de test alternatifs qui sont liés au comportement du système, mais dès l'étape de conception qu'on vient de voir, grâce à la clarté de la représentation visuelle, on obtient un modèle qui est partageable et qui permet aux équipes VNV de travailler avec le reste des équipes d'engineering afin de vérifier la bonne compréhension de la stratégie de test vis-à-vis des exigences et puis du comportement des systèmes intégrés. Je vais passer la parole à Bruno, qui va pouvoir vous partager sur ces points, son retour d'expérience, sur les vertus du MBT pour la conception et le partage de la connaissance de test. C'est à toi, Bruno. Très bien, merci Pierre-Henri. Un tout petit peu de contexte. Les équipements qui sont testés par Thales Optronics, ce sont des systèmes embarqués sur avion d'armes, principalement le Rafale. Et ce sont des systèmes qui vont capturer des flux vidéo dans différentes bandes spectrales dans le but d'analyser les scènes qui sont captées au sol ou des scènes aériennes afin de détecter et de poursuivre des menaces. Ce sont des systèmes qui sont fortement autonomes pour réaliser des missions qui sont très souvent préalablement préparées. L'autonomie sert aussi à, à éviter la surcharge mentale du pilote qui est seul dans son avion. Voilà. Ces types de systèmes sont testés par des campagnes de tests de type scénarisé. Et c'est bien ce dont on parle avec l'approche model-based testing, des tests scénarisés qui vont du démarrage jusqu'à l'arrêt du système en passant par toutes les fonctions que les acteurs, pilotes, maintenanciers ou autres peuvent activer. Une campagne de test chez nous, ça couvre au niveau système à peu près 1 millier d'exigences et c'est testé par 20 000 sanctions OK KO. Cette démarche MBT avec l'IDE IEST a été adoptée depuis le début 2022. On a choisi cette IDE parce que l'expérience utilisateur est particulièrement réussie et on ne voulait pas que ce soit une affaire de spécialistes, on voulait que ce soit vraiment notre IDE, c'est-à-dire notre outil dédié au test de façon quotidienne. Et on s'est aperçu qu'en 2 déclics pédagogiques, tous nos testeurs pouvaient adopter ce type de solution. Initialement, le fait générateur, c'est que cette démarche répondait à 2 points de peine principaux de la discipline du test. Premier point de peine, la maîtrise de la combinatoire. On embarque de nombreuses chaînes fonctionnelles qui sont concomitamment activées et on avait des difficultés pas pour traiter les cas nominaux, mais tous les cas dégradés liés à la combinatoire et on reviendra sur l'axe complexité avec la deuxième vidéo. Et le deuxième point de peine, c'est la qualité de la capture du besoin. On voulait s'assurer au plus tôt de la bonne compréhension du testeur du besoin qu'il doit tester, parce qu'on avait encore des cas de rework pendant la phase de test qui étaient liés à cette mécompréhension. Depuis, évidemment, on a soigné ces 2 sujets et le model-based testing, on verra dans les métriques, répond à ces deux points de peine, mais on a appris beaucoup d'autres choses avec cette démarche. C'est une démarche qui nous permet d'adopter un workflow, celui du model-based testing, qui est un workflow qui est proche de celui du métier logiciel. C'est-à-dire que ça ségrègue très bien la phase de conception du test, qui, disons-le, est souvent un peu frugale, voire inexistante. On part souvent avec un objectif de test et puis on commence à décrire une procédure ou un script de test. Là, la phase de conception est beaucoup plus longue puisque après, on enchaîne sur une phase d'implémentation qui peut être complétée par une phase d'autocodage. C'est une nouveauté essentielle. Et cette phase de conception, elle favorise considérablement la phase de collaboration au sein du test, puisque c'est un outil graphique. Et donc, ça facilite la communication et la collaboration. Souvent, on réalise ces modèles de test le plus tôt possible dans le cycle, j'y reviendrai. Et ça se fait
bien souvent à 4 mains, à 6 mains. C'est-à-dire que le testeur, il montre ce qu'il fait en termes de conception de son parcours de test avec l'ingénieur système ou un architecte logiciel qui viennent finalement challenger sa solution de test au plus de l'eau. Ça permet aussi de challenger en même temps la solution d'architecture système ou la solution d'architecture logicielle en même temps que le testeur capte le besoin. Ça devient pour nous notre nouveau point de maintenance pour le métier du test. On avait dans le passé un point de maintenance sur les procédures, puis après un point de maintenance sur les scripts d'automatisation. Maintenant, c'est le modèle qui est notre point de maintenance, ce qui permet et pour différents niveaux de test, c'est-à-dire qu'à partir d'un point de maintenance unique, on peut publier, c'est le bon terme, je crois, Pierre-Henri, publier des tests à différents niveaux. On les publie au niveau logiciel, au niveau intégration soft-soft. On les republie un peu différemment avec une combinatoire différente pour l'intégration hard-soft et puis à nouveau au niveau système. Donc ça aide considérablement à l'optimisation du cône de test. Et voilà, ça nous permet de tirer le flux vers la gauche, puisqu'on produit ces modèles de test en même temps que les modèles MBSE ou des modèles de conception commencent à naître. Hein, finalement, ça nous conduit à faire de l'early validation finalement. Et donc, ces modèles de test viennent challenger les ConOps MBSE sous Capella. Et dans un deuxième lot, ils viennent aussi challenger des modèles comportementaux sous Simulink. Voilà, donc on fait maintenant une early validation. Et donc, le test existe et produit des artefacts à la descente du cycle. Le nouveau point de maintenance, j'en ai parlé, c'est fondamental. Ça nous permet de recentrer le testeur sur le cœur du métier, hein, qui est bien de capter un besoin et de déposer une stratégie de test. Et c'est ce qu'ils font maintenant plus que tout. Et je dois ajouter que ça facilite pour moi le recrutement d'ingénieurs de test, puisque des ingénieurs qui voulaient se destiner à l'ingénierie système s'intéressent aussi au test grâce à cet axe de modélisation. Voilà, Pierre. Merci beaucoup Bruno. Donc on va pouvoir attaquer notre deuxième chapitre qui est la gestion de la complexité, mais également ensuite de la maintenance du patrimoine de test. Donc la complexité actuellement, c'est un problème qui est croissant, hein. On le voit, l'industrie s'oriente vers les systèmes de systèmes. Avant, on avait des systèmes isolés, certes déjà avec une certaine complexité, mais maintenant ils collaborent ensemble. C'est le cas par exemple sur le domaine militaire avec le combat collaboratif. Il peut y avoir des équipes au sol, des équipes en vol qui doivent échanger des informations. Et donc le test, naturellement, va devoir suivre cette évolution de la complexité. Et on va avoir un point d'attention particulier qui est gérer correctement la combinatoire. Et la combinatoire, par exemple, d'exigence fonctionnelle. Donc je vais repartager mon écran pour vous montrer la deuxième vidéo pour les cas d'usage. Et on va pouvoir découvrir tous ensemble comment dans Yest on peut maîtriser la complexité et optimiser la maintenance. Donc en repartant du modèle précédent, on va à présent s'intéresser à ce qu'on appelle dans l'outil les données de conception. Ces données nous permettent de prendre des décisions par rapport aux états du système. Dans notre modèle, la première donnée que nous créons est celle liée au niveau de batterie, avec deux valeurs distinctes, une batterie suffisante et une batterie qui est basse. Donc on pourrait être surpris à ce stade de ne pas avoir des valeurs. Ce sont bien des paramètres littéraux, hein, qui sont différents de variables discrètes qui sont utilisées en programmation, par exemple, hein. On n'est pas en train de manipuler 45 et 20% de batterie. Ce sont des valeurs littérales issues de la conception de haut niveau, et qui vont permettre ensuite de discriminer dans les scénarios de test les différentes situations, les différentes étapes de test. Elles sont liées à un élément très important de Yes qui s'appelle les tables de décision. Ce sont dans ces tables de décision qu'on va pouvoir décrire les différentes étapes de test et qui vont matérialiser des alternatives de scénarios qui vont prendre des embranchements différents dans notre modèle de test. Comme montré à l'écran, on va s'appuyer sur la donnée de conception. S'il y a suffisamment de batterie, on va pouvoir faire la commande de vol manuel, et sinon, on va devoir se reposer sur le sol. La colonne d'objectifs que vous avez actuellement à l'écran, c'est une colonne qui permet de faire du nommage
dans les scénarios de test générés. Mais très important, la possibilité, et je dirais même l'obligation, d'avoir une traçabilité et un lien avec l'exigence. Donc, on va pouvoir importer ces exigences. Dans notre démonstration, donc, comme je l'ai mentionné, on s'appuie sur l'outil ALM Polarion. On va pouvoir se connecter directement à l'API Polarion pour aller récupérer la liste des exigences du projet Vortex qui vont apparaître dans un arbre dédié au niveau de l'IHM. Et ensuite, le testeur peut simplement, via une mécanique de drag and drop intuitive, faire le lien avec les différentes étapes de test sur lesquelles il est en train de baser sa conception. Donc, le modèle est enrichi au fil de l'eau. On va positionner l'étape de décision aux différentes étapes de test et aux différents points de choix. Donc là, c'est ce qu'on a à l'écran. On continue à itérer sur notre cas de vol manuel et on finira par traiter le cas d'autotest et de safety, de mise en safety du drone, toujours en lien avec les exigences. Ici, on voit, on est au niveau de l'exigence 515. La génération de tests, évidemment, c'est le but avoué aussi de cette modélisation. La conception, c'est important, mais ça nous sert évidemment à générer tous les scénarios, et plus tard, on verra les scripts de test. On a plusieurs modes dans l'outil. On a un mode simple qui est frugal, mais qui vise à vérifier que chaque étape de décision est évaluée au moins une fois lors de la génération et du déroulé des différents scénarios générés. Mais l'outil propose aussi des modes plus exhaustifs qui sont basés sur la combinatoire. Donc des produits cartésiens entre étapes de décision ou des produits basés sur des données d'intérêt qui sont par exemple les exigences. On peut demander à Yest de générer, comme on le fait à l'écran, l'ensemble des scénarios de test qui permettent de couvrir toutes les exigences qui ont été tracées au niveau du modèle. L'outil, sur notre exemple Vortex, a produit 3 scénarios différents. Un premier scénario où l'intégrité du drone échoue dès le début du test. Donc on voit que Yest présente à main droite le sous-ensemble du modèle qui est exercé par le scénario généré. Et en partie centrale, on voit les différentes étapes de test avec les actions que le testeur doit effectuer et ensuite ses résultats attendus. Le deuxième scénario concerne un décollage réussi, mais une batterie qui devient basse, qui oblige le drone à se poser. Donc on voit la branche de modèle sur la droite et en partie centrale, encore une fois, les différentes étapes de test. Et le dernier scénario take-off, c'est le scénario nominal, en fait, où tout se passe correctement d'un point de vue fonctionnel, et on va pouvoir se poser. En plus de vous présenter d'un point de vue graphique les éléments de modèle impactés par un scénario, on peut également avoir différentes vues, dont la vue qu'on va voir dans quelques secondes, qui permet de mesurer les différentes exigences couvertes par les étapes de test. Donc c'est une vue qui est très importante pour s'assurer de la complétude du travail par rapport à la couverture des exigences qui est attendue. Une fois tous les scénarios de test générés, ils peuvent être bien sûr réexportés vers les outils de test management. Ça peut être un couple très célèbre, Jira et X-Ray, qui est très utilisé par exemple en informatique de gestion, ou encore vers un outil plus spécialisé comme Polarion, qui est le fil conducteur de notre démonstration. Et pour ça, on utilise un feature de Yes qui est important, qui s'appelle le Publisher. Bruno l'a évoqué il y a quelques minutes, qui peut être customisé pour répondre aux besoins d'export spécifiques. Donc, comme on voit sur l'écran, on va devoir configurer quelques paramètres pour pouvoir publier correctement vers Polarion. Et ensuite, automatiquement, Yest va publier une suite de tests qu'on va retrouver directement dans l'outil ALM avec la traçabilité vers les exigences fonctionnelles. C'est dans l'outil ALM qu'on vérifiera la couverture de test, la couverture de requirement, c'est lui qui reste en maîtrise, je dirais, des métriques de couverture. Voilà, donc là, on est dans Polarion. On a géré une test suite automatiquement, et dans cette test suite, on va retrouver toutes les étapes de test et tous les scénarios que l'on a générés précédemment grâce au modèle Yest. Et là, on voit à l'écran la traçabilité. On peut ouvrir depuis un élément d'une test suite, un requirement, et voir ensuite quelles sont les étapes, quels sont les liens de traçabilité, etc. etc. Deuxième sujet important, la maintenance. Donc là, on a vu comment, grâce à une bonne combinatoire, avoir une couverture étendue des exigences fonctionnelles. Mais on a également souvent un coût caché dans les activités de test pour les projets, c'est d'avoir à faire évoluer le patrimoine de test
lorsqu'on a des incréments fonctionnels, des modifications d'exigences fonctionnelles, et on a une métrique très forte par rapport au retour d'expérience qu'on a mesuré sur les projets de nos clients. On peut obtenir jusqu'à un gain de temps de 60% en déployant le NBT et YEST sur les projets. On va continuer à regarder ça de façon très concrète au niveau de la démonstration. Donc, on repart sur notre projet. On fait un incrément fonctionnel qui est le couplage d'un radar dans une approche, par exemple, système de système, où maintenant le drone, pour pouvoir se poser, va devoir demander une clearance au radar pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle au sol. Afin de pouvoir se poser. Donc on va créer une nouvelle table de décision qui va vérifier justement que le radar donne le go ou no go, KO, OK, et on va pouvoir naviguer, créer une navigation supplémentaire dans le modèle et couvrir une nouvelle exigence. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, YEST détecte automatiquement les changements quand on fait des évolutions de modèle, et il va nous proposer une propagation automatique de ces changements. C'est important, ça permet de garder la cohérence du modèle et éviter des reprises manuelles qui seraient consommatrices de temps quand on utilise une base documentaire pour son patrimoine de test, et puis qui sont potentiellement hasardeuses, parce que bon, on est tous des êtres humains, on peut mettre un changement à un endroit et oublier de mettre à jour d'autres tests. Une fois que la propagation est faite, on peut continuer à itérer sur les différents scénarios, et on verra dans la partie gauche du projet dans YEST que les scénarios déjà générés peuvent être impactés, ils deviennent orange. C'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Un scénario orange n'est plus conforme avec le modèle qui a évolué. Pardon, excusez-moi. Et donc, encore une fois, l'outil nous assiste dans la correction automatique de ces scénarios qui permettent de se mettre en conformité par rapport aux évolutions de modèles. Donc ça, c'est pour la partie pure maintenance, mais évidemment, on a aussi une notion de tests supplémentaires. On a modifié le workflow, on a de nouvelles stratégies de test, on peut relancer une génération et on voit que l'outil a généré un cas de test supplémentaire qu'il a appelé Takeoff 1, qui va tenir compte de la nouvelle branche qui permet d'obtenir la clearance du radar pour se poser ou pas. Une fois que ce nouveau scénario a été régénéré, on va le republier évidemment. On va le remettre en synchronisation avec ce qu'on a dans l'outil ALM. On va voir que la publication est intelligente et incrémentale. On ne republie pas tout. On va publier uniquement le delta et on va pouvoir ensuite, une fois la publication terminée, se reconnecter à Polarion pour bien vérifier que on a bien le nouveau test 539 là à l'écran qui couvre l'exigence qui est reliée à la clearance du radar. Voilà. Je vais de nouveau repasser la parole à Bruno pour qu'il nous éclaire sur son expérience liée à une vérification plus poussée grâce à la combinatoire, et puis pour qu'il nous parle également de ses contextes de maintenance chez Thales. Merci à toi, Bruno. La complexité de nos systèmes vient d'abord des dizaines de modes qui sont embarqués et qui sont implémentés dans nos systèmes. Pour chacun de ces modes, ils viennent piloter de nombreuses chaînes fonctionnelles. Ces chaînes fonctionnelles ont des dépendances entre elles, des cas de compatibilité, des cas d'exclusivité. Les fonctions qui composent ces chaînes fonctionnelles pilotent des moyens matériels via de nombreuses interfaces qui peuvent connaître des pannes, des défaillances temporaires. Donc, c'est autant de cas dégradés supplémentaires. Ces logiciels, évidemment, on gère de la variabilité, donc ils peuvent être installés sur différentes versions de l'avion, dans différentes confs clients. Voilà, tout ça, au total, vient faire exploser la combinatoire de tout ce qu'on devrait vérifier. Pour gérer cette complexité, donc on propose la démarche model-based testing. Et donc, le plan de test, il est découpé en objectifs, ça c'est classique. Mais après, en regard de chaque objectif, on vient proposer un modèle de test. Il faut savoir qu'un modèle de test, c'est entre une demi-journée pour les plus simples à 2 jours pour les plus complexes. Donc, ce n'est pas un coût supplémentaire pour l'activité de test. Hein. C'est vraiment une opportunité sans surcoût au-delà de la mise en place, que ça on en reparlera peut-être. Donc, première étape,
du coup, à partir de ces modèles, on est capable de générer nos cas de test avec le choix de combinatoire adéquat en fonction du niveau de test, évidemment. Si on a des grandes capacités, des grandes bandes passantes sur des PC, par exemple, et bien là, on va multiplier la combinatoire. Et puis, dès qu'on va s'approcher des tests systèmes où on a un ou deux prototypes, évidemment, là, il faudra prendre en compte la durée de la campagne qu'on va produire. Ça, c'est pour la remontée du cycle, mais aussi on produit des cas de test pour la descente du cycle, qu'on en a un petit peu parlé, puisqu'on fait de l'early validation sur les concepts opérationnels. On en refait aussi sur les modèles comportementaux Simulink. Et puis, si vous disposez d'un clone numérique, on peut aussi publier pour ce clone à la descente. Donc, ça veut dire que l'activité test maintenant commence vraiment très tôt, dès le début, et on tire un crédit du test au plus tôt. Ça facilite nos revues. L'articulation intellectuelle d'un ingénieur système, elle est basée souvent sur des modèles d'analyse fonctionnelle. Et donc, pour lui, pour cet ingénieur système, relire un modèle de test, c'est du normal work pour lui. Il reconnaît tout de suite, quand on lui pose un modèle, de quelle capacité on parle, et il a tout de suite un regard critique sur la façon dont on a compris et donc modélisé la capacité dont il est la source de la conception. Donc, on check la couverture de test des exigences ou du besoin sur le modèle. On fait l'analyse aussi de la complétude de cette traçabilité sur le modèle. Ces revues, qui sont donc facilitées, généreuses, sont devenues plus efficaces. On a des remarques bien plus pertinentes des ingénieurs systèmes. Et ça génère aussi, je dois le dire au passage, beaucoup de satisfaction pour l'ingénieur de test, finalement, qui est maintenant une relation beaucoup plus symétrique avec le prescripteur, avec l'ingénieur système. Donc, c'est notable. On a parlé de l'early validation, oui. Sur la notion de métrique, donc, comme je le disais un peu plus tôt, on a soigné notre point de peine sur la combinatoire. Donc, on intercepte l'effet technique qu'on interceptait peu avant sur la combinatoire et qui est plutôt vu après en essai en vol. Et bien maintenant, on les intercepte. On ouvre 20% de faits techniques supplémentaires. C'est bien cela qui nous manquait. Et on le sait parce qu'on fait une analyse systématique. À chaque fois qu'on ouvre un fait technique, on se pose la question, est-ce qu'on l'aurait vu sans la démarche model-based testing? Donc, on les tag spécifiquement. Donc, on sait bien le volume de faits techniques supplémentaires qui est associé à cette méthode de la classe 20%. Donc, nos tests sont mieux ciblés, ils sont plus couvrants. Donc, ça, c'est très bien. On remarque aussi, au passage, que nos tests sont prêts plus tôt. Je vous l'ai dit, hein, faire un modèle de test, c'est court. Donc, on produit des test cases bien plus tôt. Et donc, on intercepte les défauts. On intercepte plus, ouais, on intercepte plus tôt aussi. Ce qui veut dire que si on compare la démarche sans modèle-based testing ou avec, en fait, à mi-parcours, à la mi-temps de notre phase d'intégration et vérification, on a ouvert, avec la démarche modèle-based testing, tous les faits techniques qui étaient attendus sans modèle-based testing. Donc, grosso modo, voilà, on produit le fait technique 2 fois plus tôt. Ça, évidemment, c'est notable parce que ça laisse plus de temps aux autres métiers d'aller corriger ces faits techniques et nous de refaire un run supplémentaire pour vérifier que les corrections sont valides. Sur l'axe maintenance, il y a deux cas pour nous, hein. Il y a le cas de la prise en compte de faits techniques, hein, sur l'aspect ou sur le logiciel lui-même. Et donc, ça nous aide considérablement, l'approche modèle centrique, à identifier l'analyse d'impact, à faire l'analyse d'impact. Voilà. On le mesure que c'est plus rapide qu'avant. Si on corrige un fait technique ou si on prend en compte une évolution sur l'incrément fonctionnel et donc sur notre modèle de test, eh bien, on bénéficie, comme Pierre-Henri l'a montré, de la régénération. On régénère tout ou partie de la campagne. On ne maintient plus la campagne, on maintient que le modèle. Et puis, ça nous rajoute la capacité maintenant de faire des campagnes dédiées. Si on travaille sur un incrément, eh bien, on vient bien identifier dans le modèle la variabilité liée à cet incrément et on va demander à l'outil Yes de produire une campagne sur l'écart entre l'incrément N-1 et l'incrément N. Ça, c'est très intéressant pour les développements incrémentaux, qui est maintenant notre nouveau standard. Je dois aussi noter
à la volée que ça facilite l'engagement des centres de services. Les ESN en sous-traitent évidemment une partie de l'activité. Et donc, maintenant qu'on a bien ségrégé la phase de conception de la phase implémentation, autocodage, etc., eh bien, Thales peut conserver la phase au cœur du métier qui est la conception du test et on sous-traite au forfait sur unité d'œuvre les autres phases, implémentation, génération de la combinatoire, génération des scripts, mise au point et introduction des scripts mis au point dans la campagne. Voilà, Pierre. Merci Bruno. Donc on vient de finir, on va dire, la première partie de notre webinaire qui était consacrée vraiment à la transformation apportée par la modélisation des activités de test grâce au MBT et avec le support de Yes comme outillage. On va s'intéresser maintenant à une partie un peu plus opérationnelle qui est la production de scripts automatisables et donc exécutables. Donc encore une fois, je vais partager une nouvelle vidéo. Et nous allons parler désormais de l'automatisation. Donc, afin d'augmenter les capacités d'intensité de test et de pouvoir optimiser les efforts, par exemple, qui sont liés à des campagnes de non-régression, pour la validation des systèmes critiques, assez souvent on met en œuvre des environnements d'automatisation des tests. Alors, se pose naturellement la question de la génération des scripts d'exécution contrôlés depuis ces scénarios. Jest utilise une technique assez classique qui est à base de mots-clés. Ces mots-clés peuvent être associés aux différentes étapes de test de nos scénarios, c'est ce qu'on a actuellement à l'écran. Les mots-clés, en fait, constituent un dictionnaire d'actions opérables sur un système. Ces actions peuvent être opérées grâce à un framework outillé, tel que Robot Framework, ou par exemple Plant, ou bien quelque chose de complètement propriétaire qui peut être contrôlé via des appels de méthodes sous forme programmatique. Dans l'exemple actuel Vortex, les mots-clés sont associés physiquement à des snippets de code en Python qui vont séquencer le comportement du drone dans l'environnement de simulation. Ces snippets peuvent commander ce qu'on veut ou ce qu'on a réussi à en tout cas automatiser, un banc de test, un jumeau numérique comme l'a évoqué Bruno il y a quelques minutes via ses interfaces, etc. Les scripts de test générés sont alimentés par des données réelles qu'on appelle dans l'outil les données d'implémentation. Vous les retrouvez ici en partie gauche sur l'écran. Ces données d'implémentation s'appuient sur les données de conception qu'on avait vues un peu plus tôt, batterie basse, batterie haute, mais celles-ci vont contenir cette fois-ci des jeux de valeurs qui sont des données réelles. Ils sont conçus par l'utilisateur, ils sont laissés à son libre choix, et ils vont correspondre aux variantes de scénarios de test à exécuter. Et ensuite, ces jeux de valeurs qu'on appelle les datasets dans l'outil vont être associés aux différentes étapes de test pour alimenter en données les scripts Python, qu'on voit ensuite ici à main droite au niveau de la publication. Une fois les scripts Python générés, on va pouvoir les exécuter. Donc on en a pris un, sinon la démo serait beaucoup trop longue. Donc c'est un test nominal où le drone fait tout correctement. On va pouvoir avoir la clearance d'autotest, on démarre, la batterie est OK, le drone vole, on le contrôle et ensuite on a une descente correcte et on se repose sur le sol. Comme vous le voyez dans la partie gauche, on a des logs dans le simulateur avec des sanctions de test, des OK ou des KO. Bon, là, tout est OK, tout s'est bien passé. Je tiens à préciser que nous, le modèle de conception, il ne porte pas ces sanctions OK et KO. C'est bien et bien le framework qui, suite à l'exécution des scripts automatisés, a fait les vérifications. Ce feature essentiel qu'on appelle le publisher, qui permet en sortie de nos modèles et nos scénarios de produire des scripts exécutables, il est éminemment customisable. On l'adapte à tous les contextes clients pour avoir différentes variantes par rapport aux sorties, par rapport au banc d'essai, la simulation, mais pas seulement. Comme l'a dit Bruno, ça peut être aussi par rapport à des niveaux de vérification en early validation, en software in the loop, hardware in the loop, etc. etc. Je vais laisser la place à Bruno qui va nous parler des enjeux d'automatisation des test systèmes chez Thales. Merci Oui, Bruno, c'est à toi. oui, puis la leçon apprise pour Thales OME, c'est que en fait, notre démarche d'automatisation, elle a précédé de 6 ans la démarche de test modélisé. Donc, on a développé une compétence Python pour l'ensemble de nos testeurs. Clairement, en refaisant un peu l'histoire,
développer cette compétence Python nous éloignait finalement du cœur du métier, hein, qui est de capturer un besoin et de déposer une stratégie de test. Et si on refait l'histoire, du coup, si on avait euh, engagé cette démarche model-based testing, eh bien, on aurait profité de la capacité d'autocodage et on serait au contraire recentré sur le cœur du métier et on n'aurait pas dû déployer aussi massivement une compétence Python. Au contraire, on aurait sûrement constitué une équipe de sachants spécialisés sur les phases d'automatisation, d'autant que on a appris maintenant que à l'issue de la phase de conception du test modélisé, eh bien, c'est comme si on avait aussi une spec sur les besoins d'automatisation qui sont maintenant mieux formalisés et qu'on aurait pu adresser à une équipe de spécialistes. C'est probablement l'orientation qu'on va prendre dans les années à venir. Je voudrais rajouter deux petits exemples supplémentaires, trois petits exemples supplémentaires. Sur un cas d'intégration, on a déjà parlé beaucoup là de vérification de capacité fonctionnelle du système ou de qualification. Parlons maintenant peut-être de l'intégration. Expérience de pensée, je le vois régulièrement, une observation au niveau système, un dysfonctionnement, appelons ça un symptôme, un dysfonctionnement potentiel. Eh bien, le testeur réunit dans une salle un architecte logiciel et l'architecte du système, et ils vont construire un modèle d'intégration pour déjà reproduire le symptôme, mais aussi faire en sorte d'aller chasser toutes les causes racines, toute la combinatoire des causes racines qui pourraient conduire à ce symptôme. Et donc, ils ont quand même un niveau d'assurance bien plus fort qu'avant d'avoir identifié toutes les causes et donc d'être capable de les corriger. Donc, ça sert aussi à l'intégration, c'est ce qu'on découvre, et c'est assez redoutable. Autre cas, les tests d'acceptation en production. On utilise des tests d'acceptation pour produire l'ensemble des composants qui constituent nos systèmes. Et on a rencontré un frein. Les équipes banques qui développent ces tests n'ont pas tout de suite vu l'intérêt de déployer cette méthode. Donc, il a fallu qu'on creuse, qu'on s'aperçoive effectivement qu'ils ne faisaient pas des tests de vérification comme nous. Ils font plutôt des tests qui sont des tests de diagnostic de l'équipement qu'ils sont en train de produire, accompagnés évidemment de vérification de bon fonctionnement, mais ce n'est pas le but, hein, c'est plutôt un but de diagnostic. Et il a fallu qu'on creuse un peu, qu'on s'assure de l'expressivité finalement qui est proposée par l'IDE-IEST, qu'on valide que l'expressivité était suffisante pour pouvoir proposer un proof of concept sur le sujet et développer avec Smart Testing un publisher dédié aux tests d'acceptation. Et puis, dernier petit rétexte sur le traitement de la dette. En fait, on a beaucoup de campagnes qui sont encore exécutées manuellement sur les produits legacy. Et ces campagnes étaient endettées. C'était des documents de test de milliers de pages. On avait tiré des branches pour les différents standards du Rafale. On a voulu rationaliser tout ça, traiter la dette, gérer la variabilité dans les procédures, dans les campagnes. Et donc, on est repassé par une approche modélisée. Il y a des publishers, des importeurs dédiés dans Yes qui permettent de réimporter des campagnes manuelles, de reconstruire le modèle en traitant évidemment les problèmes de variabilité, enfin, toute la dette qui était identifiée, et régénérer une campagne qui gérera l'ensemble de la variabilité. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, ça s'est montré très efficace. Donc on va de nouveau traiter des cas de campagne endettée avec cette démarche. Au bilan, on est devenu finalement agnostique du framework d'exécution de nos tests. Donc, si vous avez plusieurs frameworks dans votre entreprise qui ne sont pas tous alignés, eh bien, ce n'est plus un problème puisque maintenant, le point de maintenance, c'est un modèle. Donc, vous pouvez publier pour les différents frameworks et les conserver sans faire cet effort de ralignement. Et puis, on produit donc du MATLAB et du Python, même une entité de Thales qui écrit ces tests en ADA. Et donc, un publisher ADA a été publié pour eux. J'imagine que trouver une compétence ADA, ça ne va plus être très facile. Voilà, ils ont un contournement intéressant. Voilà pour la partie automatisation. Merci Bruno. Donc notre dernier chapitre va concerner un sujet d'actualité un peu brûlant, l'utilisation d'intelligence artificielle pour assister et doper les activités d'engineering, et donc dans notre cas, nous, les activités liées à la VVQ. Donc je partage
ma dernière vidéo pour parler de ces sujets d'IA. Voilà. Donc, l'IA est partout aujourd'hui, hein, on le voit dans les usages quotidiens, mais également aussi, elle commence à pénétrer les systèmes industriels, et notamment les systèmes industriels critiques. Donc, dans l'utilisation, dans des contextes réglementés tels que ceux-là, on a des notions fortes qui sont liées à la confiance et l'explicabilité de l'IA. On a actuellement démarré un projet d'innovation duale. C'est un dispositif mis en place par la DGA qui s'appelle le dispositif rapide, régime d'appui pour l'innovation duale. Ce projet s'appelle VAMIA, c'est un acronyme qui signifie vérification et validation augmentée par les modèles et l'IA. Alors, une fois n'est pas coutume, on va intervertir légèrement les rôles dans la présentation. C'est Bruno qui va vous présenter l'objectif de ce projet VAMIA, l'état des réalisations, et je reprendrai ensuite la parole pour vous montrer l'incarnation du prototype de copilote d'IA qu'on va avoir très bientôt dans Yes. C'est à toi, Bruno. Oui, donc effectivement, là, on parle toujours de model-based testing, mais cette fois augmenté avec une démarche à base de LLM et d'agents. C'est un sujet qui a été proposé euh, à la DGA. C'est une offre spontanée qui a été faite. Et donc, effectivement, après avoir été un petit peu challengé sur ce qu'on proposait, maintenant, c'est financé effectivement par la DGA. On développe ça sous la forme d'un cycle en V. On a commencé par faire une analyse métier qui identifie clairement l'ensemble des points de peine sur notre workflow. Et pour chaque point de peine, l'attente ou les attentes qu'on a des agents de type IA et les métriques métiers qu'on veut cibler une fois qu'on aura implémenté ces agents. Ça a démarré il y a 12 mois, donc on est à mi-parcours, il y a encore 12 mois de travail. Aujourd'hui, l'architecture des solutions est déposée, elles sont validées par notre sponsor, et nous rentrons dans une phase itérative et incrémentale, c'est-à-dire que Smart Testing et l'Université de Franche-Comté vont nous livrer maintenant tous les mois de nouvelles versions de ces agents et qu'on va évaluer sur un incrément fonctionnel des systèmes que je vous ai présentés. Donc, on rentre dans cette phase-là. Donc, on a maintenant des solutions bout en bout et on va les réévaluer pour vérifier leur progrès en termes de perfo pendant les 12 prochains mois. Au passage, notons qu'on traite un sujet important qui est un sujet plutôt du type IA de confiance. On veut s'assurer donc sur 4 dimensions que la façon dont on va évaluer ces IA, l'explicabilité des résultats, évidemment, il faut que le testeur puisse savoir d'où viennent ces recommandations de l'IA. Il y a l'aspect souveraineté, évidemment, des choix qu'on va faire. Et puis, une quatrième dimension qui est fondamentale, qu'on découvre un peu, hein, c'est pour ça que j'en parle, c'est la lutte contre l'overtrust et les hallucinations. Et on identifie 7 axes qu'on va travailler à partir de maintenant, qui sont des axes non techniques, mais qui vont être fondamentaux pour des fondamentaux pour la bonne diffusion dans les équipes. Donc, il y a un axe formation, il y a un axe sur notre process, évidemment, qu'on va reprendre pour introduire l'IA, un axe sur les outils, sur la technique de revue, et puis sur cette nouvelle culture, finalement, qui s'ouvre à nous. Voilà pour moi, Pierre-Henri. Très bien, merci Bruno. Donc je vais repartir sur plus des sujets d'implémentation. Donc on est bel et bien sur de l'IA agentique, hein. C'est plusieurs applications d'IA qui collaborent entre elles. Donc pour les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, hein, on utilise un protocole standard qui s'appelle MCP, qui est du modèle Context Protocol, qui un protocole open source qui permet de connecter les applications IA avec des sources de données et puis différents outils. Donc là, en fait, ce qui se passe dans notre expérimentation, nous, c'est qu'on va aller taper dans la base de connaissances Thales pour aller récupérer les informations liées aux chaînes fonctionnelles, aux requirements, les présenter grâce au LLM avec un peu de raisonnement à l'ingénieur VNV qui fait ses requêtes. Donc, c'est ce qu'on voit sur la partie droite de l'écran. Donc, de façon très naturelle, hein, c'est vraiment un copilote sur la base du requirement X. Aide-moi à comprendre comment fonctionne l'alarme, par exemple. Et c'est un échange. Un échange surtout avec des points de validation. On va le voir pendant la suite de la vidéo. On ne lâche pas la bride complètement à l'IA. Une notion très importante
de contrôler l'information et d'avoir une revue humaine qui soit pertinente. On va reprendre donc notre cas d'usage Vortex et on va découvrir le prototype de l'agent conversationnel. Alors, comme l'a évoqué Bruno, on est encore dans le parcours avec la SGA. Il nous reste encore une dizaine de mois de développement, mais les choses avancent très vite et très bien. Globalement, on est plutôt très content des réalisations qu'on a sur cette architecture agentique qui permet d'améliorer l'efficacité de l'ingénieur VNV. La première question de l'ingénieur VNV dans notre exemple, c'est donner la liste des exigences du projet Vortex. Donc on les voit qui apparaissent à main droite. Il y a la présentation, je dirais, de l'information brute. Donc déjà ça, c'est important en termes d'explicabilité. Tout ce qu'on voit ici, les différentes exigences, c'est celles qui viennent de notre repository de requirement. Elles n'ont pas été modifiées par l'IA. Mais là où l'IA a sa plus-value, elle les a classées en thématiques, en grande je dirais, fonction, mode de vol, décollage, atterrissage, sécurité. Donc ça oriente aussi le testeur dans sa stratégie et dans sa compréhension. Bon, là, pour la démonstration, le testeur s'intéresse à une exigence particulière, qui est l'exigence 517, hein, c'est celle qui correspond à notre incrément fonctionnel par rapport au rajout d'un radar dans le flow. Donc, peux-tu me détailler l'exigence? Voilà, l'IA répond. Avec encore une fois la description détaillée, etc., qui provient de Polarion, mais sa plus-value. Elle note des points clés. L'exigence est conditionnelle. Elle ne s'applique que si le drone est couplé à un radar. Elle va créer, bien sûr, une précondition dans le contexte d'atterrissage et donc une variabilité. Donc là, c'est intéressant. On comprend en tant que testeur qu'on va devoir traiter cette variabilité. Question suivante. Je sais que j'ai une variabilité. J'aimerais bien savoir comment la traiter. Voilà. Donc, quel est le meilleur endroit dans mon modèle pour le faire? Donc, l'IA fait l'analyse, propose la structure actuelle du workflow et donne l'ensemble des éléments qui doivent être amendés dans le modèle pour traiter correctement la variabilité. C'est-à-dire, dans la table de décision de notre tâche d'atterrissage, on va devoir ajouter une donnée de conception. Alors, elle propose un nom qui est très pertinent, d'ailleurs, mode de radar, avec les différentes énumérations des valeurs, créer une condition basée sur ce mode de radar, puis les différentes étapes dans la table de décision. Une petite phrase très importante, souhaites-tu que je procède à cette modification? L'IA ne fait pas une modification incontrôlée du modèle, elle interagit avec l'humain pour lui demander si les conclusions et les suggestions sont appropriées. Donc là, bien sûr, nous, en tant qu'ingénieur testeur, on a le choix d'accepter ou de refuser. Donc, comme tout se passe toujours très bien dans le monde des démonstrations, eh ben oui, on va accepter. Donc là, au niveau de notre chat LLM, oui, fais-moi la modification. Et encore une fois, à main droite, le LLM va répondre et va nous dire voilà, la liste de toutes les modifications. Et on va pouvoir, nous, manuellement, au niveau du modèle, aller vérifier dans la tâche d'atterrissage que l'on a bien une table de décision complète et cohérente. Voilà, donc on est en train de revoir les différentes étapes de test et s'assurer qu'on est bien en cohérence. Donc ce point, c'est vraiment un point crucial. Hein. La maîtrise par rapport à l'IA. Et cette notion de revue, elle est capitale pour les workflows d'engineering, pour les systèmes critiques, notamment parce que voilà, on a des prédits de certification potentiellement à la clé, et donc il faut s'assurer que l'ingénieur a eu la maîtrise et a fait correctement la revue du modèle qui est spécifiant dans notre cas. Voilà, on arrive à la fin de la partie présentation de YEST et des points de valeur. Je pense que maintenant, François va nous proposer de répondre aux questions des participants. Eh bien, merci pour cette présentation. Juste un petit point avant qu'on passe aux questions-réponses. Il y a un document qui va être mis en ligne et que vous pourrez télécharger sur votre interface graphique et qui reprend un petit peu les points de ce webinaire, qui reprend un petit peu les grandes lignes du modèle best testing et de l'intégration de l'IA que vient de détailler Pierre-Henri Stanek.
Voilà, donc on va peut-être commencer par des questions. Une première question, est-ce qu'il est possible de faire plusieurs parcours, c'est-à-dire des réplications avec des tests paramétriques, avec des numéros de version? C'est-à-dire est-ce qu'on peut manipuler un petit peu cette notion de réplication Oui, ça, est-ce que ça entraîne les tests paramétriques avec cette approche ou pas? oui, alors je vais prendre cette réponse. Ouais. Oui, alors on peut le faire. Alors, j'ai entendu deux questions. Hein. J'ai entendu la question, est-ce qu'on peut créer plusieurs parcours? La réponse est oui, notamment aussi d'imbrication. Hein. Là, on est sur un exemple simple. Drone Vortex, c'est assez simple. Mais on peut aussi imbriquer des parcours les uns dans les autres pour adresser une décomposition fonctionnelle. Et ensuite, comme l'avait dit Bruno un peu plus tôt, on est vraiment sur un IDE. Donc on est très proche de processus de développement. En fait, ce que vous avez vu via l'outil d'un point de vue graphique va se traduire par des fichiers. Hein. Nos projets, nous, sont exprimés en XML ensuite, et on va les mettre simplement en configuration. On peut les mettre en gestion de configuration, on peut les intégrer à un environnement Git, et on va pouvoir comme ça gérer simplement ces incréments, avoir un travail collaboratif comme l'auraient des développeurs sur des versions de logiciels. Donc ça, on va pouvoir le faire de la même façon sur des versions de modèles. Et on peut aussi aller plus loin, ça a été fait d'ailleurs par Thales, peut-être que Bruno va pouvoir en parler. On peut aussi créer des notions de modèles qu'on va instancier. Ça, c'est quelque chose qui avait été fait par un de tes collègues, Monsieur Oliva. Peut-être que tu peux dire quelques mots sur ce sujet-là. Oui, Pour la c'est exactement ça. paramétrisation. Ouais, il y a une équipe qui a fait le choix de poser un peu le stylo avant de démarrer la démarche de modélisation et de définir des templates de modèles. Et donc, ils appliquent. Donc, on a des guides de recommandations, mais eux, ils ont rajouté à ce guide des templates de référence qui sont utilisés dans leur projet. C'est une bonne idée. Ça marche bien. On peut aussi dire, sous ton contrôle, Pierre-Henri, que les paramètres, donc les données d'implémentation, peuvent être produites dans des fichiers Excel et chargées dans l'étape de décision. Donc, on peut, comme ça, pour un modèle, avoir plusieurs jeux de données d'implémentation. Hein. Merci. Alors, peut-être une question sur. Après, à la fin, je poserai des questions un petit peu plus génériques, un petit peu plus larges. Là, on passe sur des questions un petit peu plus, un peu plus pointues. Dans la dernière présentation que vous avez faite sur l'IA, il y a eu une modification dans le workflow. Et donc, la question, c'est est-ce que le testeur est allé vérifier si la modification a été bien faite? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un système qui permet de voir si les boîtes ont bien été modifiées? Par exemple, voilà, est-ce que vous avez un système de vérification une fois que l'IA a proposé ses réponses? Alors aujourd'hui, comme on l'a vu, hein, c'est une vérification qui est manuelle. Hein. C'est-à-dire que c'est le testeur, lui, de toute façon, qui est en charge de la conception de ce workflow test à part de modèles. Donc, comme il est en interaction en boucle courte avec l'IA, quand on lui a dit j'ai modifié dans la tâche atterrissage telle table, il va le faire aujourd'hui. Et je pense il faudrait éviter une espèce d'automatisation, on va dire, trop poussée, parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, même si là, on est sur une IA agentique qui va proposer la donnée métier qui est organisée, on n'est jamais totalement à l'abri d'une hallucination d'un LLM. Donc de se forcer quand même d'avoir un minimum de points de vérification soi-même manuel, c'est bon pour la sûreté du workflow et puis par rapport à la qualité de ce qu'on produit en termes d'éléments de modèle. D'accord. On n'a pas encore beaucoup de pratiques, mais je dois quand même préciser que on a rassemblé là dans la vidéo deux écrans. Mais le testeur, lui, il a d'un côté son chat pour communiquer avec le LLM, et de l'autre côté, il voit le modèle se construire étape par étape. D'accord. Voilà. Et autre s'il décide de reprendre le modèle en cours de chat, évidemment, le LLM repart des modifications du testeur. Voilà. D'accord, ok. Alors, on sait que là, on a beaucoup parlé d'avionique, hein, forcément, avionique militaire, défense, etc. Les normes sont très, très importantes dans ce domaine. Alors, la question, c'est que, est-ce que les scénarios générés par le YEST sont assimilés à des cas de test? Est-ce qu'ils répondent finalement à des normes comme l'ADO 178C que vous devez connaître sur le bout des doigts? Voilà. Ouais, alors je m'attendais à cette question. Je vais faire une réponse technique du coup, puisque bon, on est dans un contexte normé. Yes, c'est un outil de conception. À ce titre-là, il permet d'assister l'ingénieur, on l'a vu dans toute la création du parcours de test. On va, à partir de ces données de conception, générer des scénarios. Ces scénarios vont être transformés en script. Mais on ne porte pas les sanctions.
C'est pour ça qu'à un moment, quand c'est dans la vidéo 3, quand j'ai montré l'environnement de simulation, j'ai bien expliqué que les OK et les KO étaient faits au niveau du framework d'exécution. Donc, au titre du fait que nous, on ne porte pas les sanctions par la DO, alors la partie de la DO qui qualifie les outils, c'est la DO 330, qui est une sous-partie reliée à la DO 178. Et on est dans le niveau de qualification du coup le plus bas. Alors je dois encore une fois prendre du verbiage qu'on appelle le TQL5. Le TQL5 est le niveau d'outils qui affecte finalement assez peu l'épreuve, c'est ce qui est notre cas. On a quand même, bien sûr, nous, des preuves à avoir sur le fait qu'on n'est pas en train de transformer les données, qu'on n'en oublie pas quand on publie les tests, etc. Mais c'est quand même allégé par rapport à un outil qui pourrait masquer, en fait. Le problème dans les normes, c'est quand on a un outil qui pourrait échouer alors en faux positif ou en faux négatif, hein, mais en fait, on va dire à masquer des choses et du coup laisser un problème qui deviendrait un problème du logiciel embarqué ou du système opérationnel. Nous, on n'est pas dans ce domaine-là. Donc, on a Oui. un kit de qualification pour la DO 330 et la bonne nouvelle, c'est que voilà, on a assez peu d'impact sur ce verdict, en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut rajouter, Pierre-Henri, que Yest produit des données qui sont répétables, hein. À modèle constant, on produit exactement les mêmes scripts, c'est tout à fait répétable, c'est fondamental, hein, pour notre activité industrielle, et à tel point qu'avec Smart Testing, on introduit Yest dans notre chaîne CI/CD, c'est-à-dire le point de maintenance, c'est bien le modèle, et qu'on va pouvoir régénérer dans la chaîne CI/CD l'ensemble des scripts de façon systématique. Je fais une parenthèse. Alors j'ai une question pour Monsieur Bezas. Vous avez évoqué dans la présentation, enfin avec Pierre-Henri Stanek, que les tests générés automatiquement. La question c'est est-ce que les tests, alors c'est une question assez générale, hein, les tests générés automatiquement ont-ils remplacé les tests développés les années précédentes chez Thales? Ou est-ce que c'est vraiment que les tests actuels pour les dernières versions du Rafale sur lesquels vous utilisez la méthode? On traite du legacy. Effectivement, il y a des projets qui ont une dizaine d'années où on doit réouvrir le dossier pour faire un incrément fonctionnel et on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine dette technique sur ces dossiers et on la traite avec une approche modélisée. Donc, D'accord. voilà. Donc oui, on traite le legacy et c'est même très important pour nous. Cette solution a été choisie aussi parce qu'elle allait permettre de nous traiter le legacy. Ouais. Alors une deuxième question, là, c'est pour vous aussi. Vous avez évoqué à un moment l'utilisation du langage Python pour automatiser les tests. Bon, le langage Python est open source. Est-ce que c'est un langage Python propre à Thales ou est-ce que c'est strictement l'open source? Et il y a une deuxième question qui est un petit peu pareil, un petit peu le même principe, c'est que vous avez utilisé, il y a un LLM, il y a un Large Language Model qui est utilisé dans Yest. Est-ce que c'est des modèles qui sont disponibles ou est-ce que c'est des choses qui sont améliorées, optimisées, modifiées par Thales? Alors, il y a le Très bien. Python et il y a le LLM. Ouais, donc c'est bien le Python que tout le monde partage. Simplement, on s'est développé un petit séquenceur de test qu'on appelle Pastèque en interne. Et donc, ce séquenceur, il ajoute aussi un certain nombre de librairies dont on a besoin pour faire de la com sur de l'Ethernet, pour faire de l'OCR sur les vidéos la reconnaissance de caractères sur les vidéos qu'on produit. Il y a beaucoup d'incrustations à tester. Donc, c'est bien du Python classique avec une petite couche supplémentaire qui est notre framework de séquencement. Pour les LLM, Thales a fait le choix du LLM Mistral. Et donc là, on utilise la version médium, je crois, de Mistral. Et donc, Thales l'installe sur nos systèmes pour pouvoir l'utiliser à différents niveaux de confidentialité. Et donc, il y a même une version de Mistral qui est dédiée aux projets les plus secrets. Et donc, on utilise un LLM finalement industriel qui est classique. Smart Testing, on utilise beaucoup d'autres, mais nous, c'est Mistral. Je vais compléter. Bien sûr, on a une notion de benchmark. On benchmark le comportement de notre copilote en fonction du LLM, mais on garde cette optique de frugalité qui est importante à deux niveaux. Déjà, sur des contextes réglementés industriels, passer sur des LLM qui seraient accessibles via le cloud, ça pose des gros problèmes de sécurité par rapport à des données confidentielles. Donc, on a cette notion de pouvoir utiliser des modèles qui sont en fait utilisés par le client on-premise. Et puis après, il y a aussi
un problème économique, c'est d'interroger une IA, ça prend des tokens, les tokens, ça coûte, et donc d'avoir des IA qui donnent le maximum de leur potentiel, des modèles qui donnent le maximum de potentiel, on va dire à moindre coût, c'est un sujet. Donc là, comme je l'ai dit, hein, c'est un travail qu'on fait sur le rapide sur 24 mois, on a déjà beaucoup avancé, mais nous aussi, on s'intéresse à des problématiques de fine-tuning qui permettraient en fait de pousser des petits modèles à leur meilleur par rapport aux résultats qu'on a d'un point de vue utilisateur, avec d'un côté une sécurité et de l'autre des coûts maîtrisés. Voilà. Ok, alors je veux pas, je veux pas trop déborder sur le temps du webinaire. Il y a beaucoup de questions, donc vous les aurez, je vais vous les envoyer, hein, vous répondrez nominativement à toutes les questions qui ont été posées. Alors peut-être pour terminer ce webinaire, je voudrais poser une question un petit peu générale. C'est est-ce que, bon là vous avez dit que ça fait 3 ans que vous avez développé cette méthode. Quelles sont finalement les difficultés rencontrées par quelqu'un qui finalement nous écoute, développer des tests plutôt manuels ou à base de Mm. feuilles Excel. Enfin bon, il y a des tas de moyens. Quel est l'investissement? Quelle est quelle est la part de force qu'il faut mettre pour Mm. passer à une méthode comme ça? Est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est financier? Mm. Comment vous voyez les choses pour quelqu'un qui voudrait aller dans cette direction? Je dois dire que je dois avouer que j'ai fait une petite erreur, effectivement, que l'outil est bien fait, la démarche est bien posée, l'outil est bien fait, et je pensais que je m'en sortirais pour le déploiement en faisant des learning moments sur les projets. Et ça a fonctionné, hein, j'ai eu de l'adhésion, mais ce n'était pas suffisant. En fait, les équipiers ne se sont pas sentis assez armés avec ce type d'expérience. Et du coup, on a développé avec Smart Testing une formation interne qui est une formation pratique où les gens pratiquent pendant 2 jours et on s'assure avec eux qu'ils ont bien eu les 2 déclics qu'on a identifiés. C'est quoi un parcours de test? Comment on déploie un parcours de test et comment on vient nourrir ce parcours avec des tas de décisions qui est le cœur finalement, le cœur nucléaire de l'IDE IEST. Et c'est après avoir développé cette formation fin 2024 qu'on a déployé. On a formé une centaine de personnes en 2025 et là, ça marche très bien. Donc, il faut prendre le temps, 2 jours, c'est suffisant. Et au bout de 2 jours, les gens sortent sachant et ils sont capables de partir sur une page blanche et de faire leur premier modèle sur leur projet. Ça n'empêche pas de faire quand même des jumpstarts. S'ils veulent être accompagnés une journée supplémentaire sur leur projet, sur leur cas d'usage, on le fait. Il y a 1 ou 2 sachants qui les accompagnent. Et là, après, ça y est, c'est démarré, quoi. Je dois aussi ajouter qu'on forme depuis 2025 des ingénieurs de l'école d'ingénieurs ECE à Paris, dans la majeure système embarqué. Ils sont formés à l'activité du test et en particulier à la démarche model-based testing avec l'IDE IEST. Du coup, on récupère des stagiaires, pas que nous d'ailleurs, beaucoup d'industriels récupèrent des stagiaires qui sont déjà formés. Ça facilite aussi le déploiement. Alors finalement, peut-être en conclusion, est-ce qu'on pourrait dire que cette approche valorise en fait le métier d'ingénieur de test qui est un petit peu délaissé par les ingénieurs, enfin les élèves ingénieurs en fait, dans les écoles, c'est pas forcément vers là qu'ils se dirigent. Alors C'est vrai. peut-être pour conclure ce webinaire, est-ce que vous pensez que ça redore un peu le blason, entre guillemets, Clairement. d'un ingénieur de test? Clairement, je recrute des profils qui s'intéressaient à l'ingénierie système et moins à la part de test qui est sous-jacente. Et maintenant qu'on a une démarche modélisée, qu'on joue un peu d'égal à égal avec l'ingénierie système, oui, ça crée beaucoup d'adhésion. Et pour ceux qui sont déjà chez Thales, je parle pour eux, mais je leur verbatim pour dire qu'ils ne reviendraient pas en arrière, hein, évidemment. Cette démarche génère beaucoup de satisfaction, hein. Ok. Bah, écoutez, merci à tous les deux, merci à tous ceux qui ont écouté ce webinaire. Vous pourrez donc demain dans la lettre de l'embarqué, il y aura un lien pour réécouter pour ceux qui veulent le réécouter. Je vais mettre en ligne aussi le document. Là, j'ai oublié de le mettre en ligne, donc je vais mettre en ligne le document que je vous avais promis tout à l'heure, hein, qui permet d'avoir une vision un petit peu générale sur voilà, hop, voilà, c'est mis en ligne, l'envoi est en cours. Voilà, pour tous ceux qui sont encore en ligne, vous pouvez le télécharger. Et puis, donc voilà, la réécoute sera faite, vous pouvez faire une réécoute à partir de demain, dans le temps que ce soit enregistré dans la plateforme. Voilà, bah, écoutez, je remercie tout le monde, je remercie Bruno et Pierre-Henri, c'était tout à fait intéressant, tout à fait passionnant. Donc voilà, et puis remercie tout le monde, et puis
un prochain webinaire sur l'embarqué. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci.